Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Je suis ravi de vous retrouver. Planète Ingé, c'est le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec ses auditeurs et ses invités, avec pour objectif de le faire grandir et qu'il n'ait pas besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors, si vous voulez aider Planète Ingé et devenir un membre du collectif, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez l'épisode pour 30 € et vous devenez le gardien intemporel du fichier audio et vidéo. Et vous devenez alors surtout un membre de la communauté Planète Ingé. Pour ça, ça se passe sur planeteinger.uncut.fm et 10% des revenus sont reversés automatiquement à une ONG ukrainienne. Vous pouvez aussi faire un don direct et récurrent sur la page Tipeee de l'émission avec exactement les mêmes compensations. Je vous mets les liens dans le descriptif. Merci à tous, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute, bon épisode. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Karim Belhenry. Karim, il est multicasquette, donc je crois que le mieux, c'est que je te laisse te présenter aux auditeurs. Bonjour Mathieu, je te remercie de m'avoir invité dans ce podcast. Donc je m'appelle Karim Belhamri, j'ai 37 ans. Je suis de la région lyonnaise, donc Villeurbanne plus exactement, et donc je suis ingénieur depuis maintenant 13 ans. Et il se trouve que j'ai été, freelance moi pendant plusieurs années entre 2013 et 2017, où j'ai été freelance en fait en Angleterre, et il se trouve qu'aujourd'hui, heu, j'accompagne comme ça des ingénieurs qui veulent devenir freelance pour assurer leur transition de façon méthodique. Il se trouve que j'ai également des ingénieurs qui sont déjà freelance pour des questions de génération de missions, création de réseaux et puis, comment décrocher des missions du marché caché. Et en parallèle, effectivement, ça, c'est quelque chose que je fais un peu sur le côté, que j'ai lancé, de façon officielle depuis le début d'année. Et puis, depuis 2017, j'ai arrêté ma carrière de freelance puisque je voulais plutôt me réorienter vers du management. Et donc j'ai rejoint la société, Framatome depuis 2017, où je suis en train d'évoluer, tout doucement. Ah ouais, donc du coup, tu as deux activités, une principale en CDI et une en tant que coach freelance, toi. C'est ça, absolument. Ok, 2 quand choses à vous... faire en parallèle. Bah oui, bah c'est voilà, c'est les gens brillants ont besoin de s'occuper. Euh, J'espère que vous avez tous compris la thématique de cet épisode. On va parler freelancing pour les ingénieurs. C'est un sujet qui est assez méconnu. Et on va parler aussi de construction de réseau. Donc, comme vous commencez à être habitué à la structure de la nouvelle saison, on va faire deux parties. La première sur le freelancing et la deuxième sur la construction de réseau. Avant cela, Karim, explique-nous un petit peu ton parcours. Voilà, si tu devais résumer en deux minutes ton parcours et puis 2 minutes de plus pour nous expliquer, ce que tu fais aujourd'hui chez Framatome pour cadrer un petit peu et donner, aux auditeurs une image de qui tu es. D'accord. Alors en effet, si je devais, présenter mon parcours, je dirais qu'il y a eu, 4 phases. La 1re phase, et c'est d'ailleurs la phase qui m'a un peu sensibilisé sur les aspects de réseau, c'était, l'année 2007. Moi j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle CPE Lyon, hein, qui est sur le campus de la Douane sur Villeurbanne. Et cette école d'ingénieur, à l'époque, c'est vrai que c'était pas forcément très répandu. On nous donnait l'opportunité d'aller faire une année de césure à l'étranger, donc un stage d'1 an au final à l'étranger. Heu et moi, au final, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce stage en Australie, en passant par le livre des anciens qui était sous format papier à l'époque, et en contactant un peu les gens, des pays où je voulais aller. Et donc ça a bien marché pour l'Australie, et j'ai pu pour le coup faire, le premier stage en Australie qui avait été autorisé par l'école à l'époque. Donc là, je me suis rendu compte que les aspects réseau étaient super importants. Ouais, donc Heu, déjà à l'époque et c'est marrant parce que quand on est moi, c'est un truc que j'ai pas compris, en fait. Le réseau, quand j'ai dé à l'école d'ingé, on nous disait: «Le réseau», mais je comprenais pas du tout le concept, j'étais pas mature pour ça. mmh. Mais toi, déjà, tu avais un petit peu, senti que ça pouvait t'amener des choses? Bah, en fait, c'est comment dire? Ça s'est fait un peu en «dépit du bon sens» entre guillemets, parce que l'école avait, déjà des partenariats, si tu veux, avec des entreprises,
des entreprises donc aux États-Unis en particulier. Il y en avait également en Amérique du Sud de mémoire et pas mal en Europe. La problématique, c'est que, OK, il y a des partenariats, donc forcément, c'est beaucoup plus rapide si on veut décrocher un stage. Le problème, c'est que les gens ont tendance à se retrouver ensuite, entre eux, entre Français malheureusement et je me suis dit: «C'est quand même dommage quand tu pars dans un pays étranger de te retrouver entouré de personnes qui parlent la même langue que toi». Parce que le but, en plus du stage en tant que tel, c'est vraiment d'avoir une expérience à l'étranger qui te change parce que c'est quand même, c'est comme ça le but aussi et de pouvoir, t'améliorer dans la langue en question. Donc je me suis dit: «C'est pas la meilleure méthode de faire ça». Mais j'ai essayé aussi d'autres méthodes comme, postuler sur des sites internet et cetera pour des stages. Ça a pas donné grand chose et en passant devant ce livre des anciens qui était dans la bibliothèque de l'école et je me suis dit: «Mais» en fait, je me suis dit: «Comment ça se fait que ce livre est là, personne n'utilise?» Il y avait limite de la poussière dessus, si tu veux et je me suis dit: «Mais c'est des gens qui ont fait la même école que nous, donc forcément il y a un lien qui est déjà créé. Pourquoi est-ce que j'irais pas leur demander, quoi?» Tout ça et j'ai été super bien accueilli. Quand j'ai envoyé des mails aux gens, la majorité des gens ont répondu, que ce soit positif ou négatif, mais toujours ils me donnaient des conseils, pour essayer de trouver mon stage et c'est pour ça que je dis que même pour les gens qui veulent se lancer, les jeunes diplômés qui veulent trouver leur premier boulot, ça peut être une excellente façon de décrocher un premier emploi, hein, sans Ouais, problème. complètement, enfin maintenant ça fait sens, hein, mais effectivement, contacter les gens, pour leur parler, contacter les gens et en premier lieu, parler-leur de ce qu'ils font, avant de sauter les pieds dans le plat. Les gens sont souvent ravis, de parler de leur histoire et j'en sais quelque chose en tant que producteur de podcast. Ouais, absolument, ouais, absolument. Qu'est-ce qui t'a le plus plu en Australie? Heu, alors, il y a plusieurs choses, moi, si tu veux, j'ai essayé de créer les conditions pour être dans le plus de difficultés possible. Ça, c'est, parce que je me suis dit: «Voilà, il faut vraiment que cette expérience, je m'en rappelle, donc je vais y aller tout seul. Dans la mesure du possible, je veux aller loin». Tu vois? L'Australie, ça fait toujours un petit peu rêver, et au final, ce que j'ai aimé, hem, bizarrement avec le recul, c'est les difficultés que j'ai pu avoir là-bas, quoi. Parce que je suis arrivé là-bas, j'étais persuadé d'être bon en anglais, j'avais des bonnes notes et cetera en prépa et puis en école. Je me suis rendu compte que je connaissais rien du tout au final. Je connaissais vraiment rien du tout en anglais, tu vois? Pas forcément parce que l'accent est différent, mais parce que, quand tu es là-bas et que tu dois, converser avec les gens et en plus travailler avec les gens, le niveau est complètement différent. Donc au final, avec le recul, j'ai adoré les difficultés dans lesquelles, j'ai été, ce qui est pas très agréable au premier abord, mais au final, c'est là où tu fais le plus de le plus de progrès. D'accord, OK. OK. Donc on revient sur donc tu pars en Australie, tu fais un 1er stage et après tu intègres, je regarde ton CV, tu intègres des grands groupes, hein, quand même, de l'aéronautique. Oui, Donc tu es quand même un animal de grosse compagnie ou pas? absolument, absolument, comme tu as pu voir, en effet, moi, j'ai commencé à bosser ensuite en 2010, hein, donc j'étais dans une boîte, de prestation, hein, prestat intellectuel classique, SS2I, ex-SS2I, ESN maintenant. Et j'ai bossé dans un premier temps pour Thales Avionics, donc ça, c'était vraiment ma première expérience et ensuite j'ai fait Messier Bugatti en tant que client final. C'était une expérience que j'ai absolument adorée, et c'est ça qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier de tout ce qui était conception de système embarqué, et conception fonctionnelle de façon générale. On est sur des gros groupes avec le client qui était Airbus, hem et j'ai vraiment adoré. C'était une super expérience, c'était à Paris, c'était sur l'A350 qui était le dernier avion d'Airbus qui était en développement, avec une super émulation dans les équipes. Donc vraiment super expérience et ce qui m'a donné envie ensuite derrière d'ailleurs, de continuer en freelance parce qu'il se trouve qu'il y a les gens avec qui je bossais, hem, qui faisaient partie de mon client anglais chez Airbus UK, il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux étaient freelance. Ils avaient un certain âge déjà, la quarantaine, mais en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'au final, c'est quelque chose qui était assez fréquent, en Angleterre, et c'est un peu ça qui m'a donné le coup de pouce pour aller me lancer en freelance parce que le but initial pour se lancer en freelance, c'était clairement, la rémunération quasiment multipliée par 2 pour le coup à l'époque, hein, voire plus. D'accord, OK. Quels sont les justement quel était l'intérêt à l'époque de te lancer en freelance plutôt que d'intégrer bah, tu viens de nous donner une partie de la réponse, mais je te laisse développer un peu plus en détail. Je vais pas mentir, hein, c'était pas pour des aspects de liberté et cetera. Parce que pour moi, si tu sais bien gérer ta carrière, la liberté, tu l'as aussi en CDI, la liberté, c'est pas parce que tu as un numéro de SIRET que tu as la liberté. Ça, c'est vraiment une croyance qui est juste, Et on va extrêmement revenir juste après parce que je veux pas que tu te dévoiles, mais on va parler des ouais, fausses croyances, ouais. Je l'ai noté, ça ouais, fait partie des questions que je vais avec te poser. plaisir, avec plaisir. Mais en effet, je me suis lancé en freelance parce que, je voulais gagner plus d'argent. Très clairement, c'était l'unique, motivation et je voulais aussi repartir à l'étranger
J'avais essayé de le faire, en revenant de mon année de césure, en finissant ma 5e année, j'y étais pas arrivé et donc là, je me suis dit que c'était la bonne occasion de le faire, donc freelance plus partir à l'étranger. Du coup, c'était le cocktail, hein, qui me D'accord, plaît. OK. Qu'on explique bien aux gens quand on travaille pour des grands groupes comme ça, quelle est la vraiment le freelance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'appartiens pas à l'entreprise, C'est ça, heu, c'est ça. En fait, c'est tu es freelance dans le sens où tu n'es pas dans les effectifs de l'entreprise en tant que telle, donc de ton client final, tu n'es pas salarié, et donc en général, tu as ta propre structure. SASU, URL, micro-entreprise, peu importe. Avec le petit cas particulier des gens qui font du portage salarial, où effectivement, ils sont plus assimilés à des salariés de la société de portage. Mais dans tous les cas, en effet, tu es indépendant, donc c'est à toi d'aller chercher tes missions, c'est à toi de contractualiser et donc tu es vraiment considéré comme une personne à part des effectifs et et après alors qu'est-ce ouais. que ça change dans le quotidien, en fait? Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans le quotidien du Alors travail? c'est une bonne question, c'est une bonne question parce que, je discutais, c'est un petit aparté que je vais faire, je discutais il y a pas longtemps avec une personne qui est dans le monde de la banque, et il me dit que, en particulier dans la région parisienne, les freelances sont complètement grillés, ce qui veut dire que quand tu as des ESN qui placent des freelances dans le client, elles demandent aux freelances de ne pas dire qu'ils sont freelance. D'accord. Donc au final, ils sont complètement transparents chez le client. Mais très souvent, ce qui se passe quand on est ingénieur freelance, en règle générale, le boulot qu'on te donne, ça peut tout à fait être le boulot qu'on donne à des gens qui sont, dans des ESN si tu passes par des ESN. Hem, mais par contre, il y a un certain nombre de fonctions qui ne sont pas accessibles et de responsabilités qui ne sont pas accessibles à des freelances. Dès que tu commences à parler de management et cetera, c'est quand même plus accessible aux freelances et dès que tu commences vraiment à parler de cœur de métier à l'état pur, c'est rarement accessible aux freelances parce que ça fait partie de la stratégie industrielle des entreprises, elles préfèrent le garder pour elles. Oh, ça je comprends très bien. À un moment donné, tu dis les freelances sont grillés, sont les entreprises, ça veut dire quoi? Les entreprises n'en veulent plus, les N'en veulent entreprises plus. préfèrent, signer des CDI. Qu'est-ce que ça change d'un point de vue de l'employeur justement? Bah, si tu veux, de toute façon, une entreprise, dans la mesure du possible, si elle pouvait, prendre des gens quand elle veut et puis «s'en débarrasser» entre guillemets quand elle veut, elle le ferait. Bon, il se trouve qu'il y a un code Bah, du travail. Donc, il justement, y a non mais justement, tu vois? C'est enfin, je te laisse développer, mais ouais, c'est ça, donc elle doit faire appel à de la sous-traitance. Là, on parle de prestations intellectuelles. Il se trouve qu'en France, le gros de la prestation intellectuelle est géré par les ESN. Elles passent par elles en général pour créer des projets, heu, sur un court terme, pour faire face à des pics de charge ou pour sous-traiter des work packages qui sont un peu importants. Hem, mais c'est vrai qu'en règle générale, on se retrouve très souvent dans les équipes avec pas mal de prestataires. Ça, c'est encore un autre sujet, mais pas mal de prestataires. Ça montre que, soit que, la gestion de compétences n'a pas été faite, mais pour en revenir aux aspects freelance, qui se sont fait griller, heu, bah, c la problématique entre guillemets des freelances, c'est que ils vont signer des contrats avec des préavis qui sont très courts. Donc tu vois des freelances qui se comportent un peu en mercenaires, qui vont arriver chez un client, qui vont commencer à bosser, qui vont poser leur préavis au bout d'un moment, en communiquant très mal et puis en laissant le projet dans une situation qui est pas géniale, simplement parce qu'ils ont un préavis d'un mois, si tu veux et donc ça porte préjudice aux autres freelances qui arrivent derrière, hein, le fameux, savonnage de planche. C'est pas systématique, attention, mais il se trouve que dans le milieu de la banque, a priori, c'est pas mal arrivé, quoi, en région parisienne. d'accord, OK. C'est Donc pas gênant. aujourd'hui, tu recommandes pas de s'afficher en tant que freelance ou si il faut savoir être, être transparent, Bah, enfin, moi, de mon point de vue, à part si on te le demande, il y a pas forcément d'utilité à le dire. Hem, ton client, de toute façon, peut toujours le savoir d'une façon ou d'une autre. Il pourra toujours le savoir. Par contre, tu te présentes comme une personne en règle générale, comme je te disais, il est assez rare de contractualiser en direct chez un client. Donc en général, tu passes par un intermédiaire, donc souvent une ESN. Donc souvent, l'ESN va te présenter comme étant, une personne qui bosse pour elle, quoi. Ouais, Donc d'accord, les gens se rendront pas compte si tu es un freelance ou si tu es un employé d'une ESN. Très d'accord. souvent Et toi mais toi, je vois par exemple sur ton CV LinkedIn, tu mets que tu es dans l'entreprise et cetera, donc tu te sens, quand même au sein de l'entreprise puisque tu es sur des périodes assez longues en fait, j'ai l'impression en plus? Heu, pour la partie Angleterre. Pour la partie ah Angleterre, en fait, il y avait pas de comment dire?
il y a des ESN également. Moi, il se trouve que j'ai contractualisé à travers c'est plutôt des agences, donc elles sont là simplement, pour des aspects, on va dire, contractuels, mais elles ne t'encadrent pas du tout, quoi que ce soit. Donc Ah elles oui, sont d'accord, juste non. là en termes d'intermédiaire, commercial. Ouais, d'accord, mais maintenant chez Framatome, tu es pas en freelance, tu es en CDI? Non, je pense au début. Ah oui, d'accord, OK, OK, je comprends. C'est plus clair. Et donc du coup, on revient au sujet du freelancing. À l'époque, enfin, tu vois, maintenant avec du recul, bah, tiens, tu es en CDI, tu as eu ta Mmh. période freelance. Qu'est-ce que il y a des choses que tu qui te que tu regrettes, qui te manquent, que tu avais en tant que freelance par rapport à maintenant ou en fait, finalement, Non, non, mais si tu veux, moi, je considère que c'est pour ça que je j'ai toujours un petit peu de mal avec les fameux vendeurs de rêve du freelance, qui ça me fait toujours un peu rire. C'est-à-dire qu'une carrière de façon générale, tu vas passer par plein d'étapes différentes. Tu peux tout à fait commencer en CDI, faire un peu de freelance, après revenir en CDI parce que le freelance, peut-être les aspects techniques, ça t'embête un peu, tu veux voir autre chose, tu vois? Ça ne t'empêche pas de refaire du freelance derrière et cetera. Moi, j'ai d'autres projets qui vont arriver derrière. C'est en particulier pour ça que je fais toutes les fonctions que j'occupe actuellement chez Framatome. C'est pour ça que je passe par tout ça. Mais j'en parle très peu sur LinkedIn parce que forcément, mon employeur peut écouter. Mais, aujourd'hui, bah, moi, j'ai décidé de revenir. Alors, on m'a proposé des postes, des missions en freelance et cetera quand je suis revenu en France, mais les aspects techniques, voilà, j'étais plus motivé. J'étais plus motivé et l'argent, c'était pas ça qui allait légitimer le fait de continuer. c'est un truc que j'entends beaucoup. Je discutais avec un ami, un voisin qui était freelance. Il me dit: «Moi, au niveau financier, entre guillemets bah, là, je reprends le terme de liberté. En termes de liberté, et financièrement, il s'y retrouvait. Mais Mmh. bah, après, il y a eu des contraintes aussi familiales. Il avait besoin de se poser et puis finalement, il a changé de perspective par rapport à ça. Mmh. Moi, je prends mon cas personnel, hein. Moi, aujourd'hui, dans mon parcours professionnel, j'ai fait 15 ans dans une grande société. J'étais, membre du CODIR et voilà, j'ai décidé de changer de société et en fait, je me suis rendu compte que d'aller dans une nouvelle société et de réintégrer une culture d'entreprise et cetera, Mmh. pas forcément de mon fait, mais des 2 parties, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut que tu trouves chaussure à ton pied et en fait, de faire une période de freelancing, ça te permet justement d'essayer de continuer à mettre ton expertise professionnelle au service d'une société, mais Mmh. d'essayer un peu plusieurs chaussures, quoi. C'est Oui, absolument. Il faut ça, je pense, c'est intéressant de passer par là, de voir un petit peu si ça te plaît, si ça te plaît pas. Il y a des gens qui restent très longtemps en freelancing, il y a des gens qui restent 1 an, il y a des gens qui restent quelques années. Ça dépend, ça vrai, faut pas simplement céder aux diktats des gens qui disent, on y reviendra peut-être plus tard sur cet aspect de liberté, mais, la majorité des freelances ne sont pas libres. C'est juste pas vrai, quoi. mmh, Ils sont mmh pas mh. libres. Ça c'est Bah, vas-y, on y va, on jump dessus, pour toi, quand on emploie ce terme de liberté, qu'est-ce que mmh, ça déjà, c'est quoi la définition? Enfin, qu'est-ce que ça c'est quoi la définition qu'on qu'est-ce va que mettre ça implique? derrière? Et puis après, on expliquera pourquoi, c'est une fausse croyance. Bah, en fait, quand tu parles de freelance, donc tu as le mot free, donc le mot liberté. Moi, à ce mot liberté, j'attache la possibilité, de choisir les missions et les clients avec qui tu veux travailler. Parce que OK. la liberté vraiment pour un freelance, pour un ingé, pour un dev, voilà, c'est vraiment ça. C'est de choisir les gens avec qui travailler et le contenu des missions sur lesquelles tu vas travailler. Hem, pour arriver à faire ça, heu, ce n'est pas une immatriculation, avoir un SIRET qui va te permettre de l'obtenir, mais c'est pas du tout le statut juridique. C'est-à-dire qu'en base, la majorité des freelances, si tu veux, quand ils cherchent une mission, soit ils vont mettre à jour leur profil LinkedIn, soit ils vont mettre leur description ou leur profil sur une plateforme de freelance et au final, ils vont recevoir des sollicitations de la part de recruteurs ou non d'ailleurs, qui vont en général leur proposer des choses, heu, sur des tâches qu'ils ont déjà fait auparavant. C'est normal. Beh, Recruteur, oui, il c'est va logique, oui. c'est logique. Donc très souvent, les gens se retrouvent à accumuler un peu des expériences qui sont un peu similaires et pas véritablement monter en compétences, si tu veux. C'est pas vraiment une expérience, c'est une expérience en années, mais c'est pas une expérience en, disons, en expertise. Donc au final, est-ce que, attendre que des gens nous appellent et nous proposent des choses et de choisir parmi les quelques missions qu'on nous propose, est-ce que c'est ça la liberté? Moi, c'est pas ma définition. Ma définition de la liberté pour un freelance, c'est de dire: «Moi, je veux bosser dans tel domaine, je veux bosser pour tel client, je vais me donner les moyens de le faire». Et ça nécessite des compétences, en particulier des compétences commerciales, de prospection, de négociation, de réseau et cetera, qui doivent être développées. C'est primordial, c'est Oui primordial. et puis, moi, je prends ma casquette de commercial. J'attaque pas un marché, sans savoir ce que je vends. Donc, C'est ça. ça demande aussi de s'asseoir et de dire: «OK, qu'est-ce que je vais proposer à l'entreprise que je Mmh. démarche et qu'est-ce que moi j'ai envie de faire?»
Et ça demande ça demande quand même, de la réflexion Mmh. et la capacité de définir son projet. Bah, c'est ça et comme je te dis, pour se lancer en freelance et d'ailleurs, c'est d'ailleurs très souvent ce qui se passe, hein, les devs ou les ingés qui se lancent en freelance, très souvent comment ça se passe, c'est qu'ils passent énormément de temps sur, hem, comment dire? Se documenter sur l'aspect administratif des choses. Voilà, quelle structure je dois faire et cetera. Ils passent énormément de temps sur quelles sont les aides que je peux obtenir, c'est le truc. Par contre, ils passent très peu de temps sur la découverte de leur marché. Ils passent très peu de temps sur comment, quelles sont les compétences que je dois développer pour avoir une bonne carrière de freelance derrière. Et là, tu pourrais te dire: «Bon, c'est pas important au début, tu vas avoir ta première mission, c'est le plus important et puis ensuite tu acquériras ces compétences au fur et à mesure». Force est de constater que les gens n'acquièrent pas ces compétences en général sur le long terme. Pas vrai. C'est-à-dire qu'ils vont décrocher leur première mission, ils vont être tête dans le guidon pendant toute la mission. Dès que la commission va arriver vers la fin, bah, ils lèvent la tête, ils vont chercher une nouvelle mission et après ils replongent, la tête pour leur seconde mission. Qu'ils ont pas le temps en général ou ils prennent pas le temps de développer ces compétences qui sont primordiales. Mais c'est pareil quand tu quittes une entreprise pour des raisons, diverses et qu'on te sollicite pour un nouveau poste tout de suite. En fait, souvent, tu vas dire oui parce que, bah, parce qu'on te propose donc pourquoi pas? Et Ouais, puis, en fait, finalement, tu aurais peut-être mieux fait de prendre le temps de te poser, quoi. bah, c'est ça, c'est Mmh. ça. Donc Et on cette liberté, c'est ça, quoi. ouais, OK. On va reparler, je t'entends parler beaucoup de compétences, donc ça, c'est un truc sur lequel je veux revenir absolument. C'est quoi les autres fausses croyances pour toi qu'on véhicule autour du freelancing? Donc on a mis la liberté, un peu de on voilà, on a tapé un peu dessus. Mmh. Il y en a d'autres? Alors, il y a, alors sur les fausses croyances, bon, il y en a un certain nombre. La fameuse, j'y reviens souvent, ça, la fameuse bataille salarié freelance. Ça, c'est on la voit beaucoup sur LinkedIn. Heu, et si on prend les cas un peu extrêmes, c'est les salariés, c'est des gens qui sont esclaves du système, si tu veux. En gros, on leur dit: «Bah, tu dois être là de 8 heures à 17 heures, de 9 heures à 18 heures et puis on te dit quoi faire et puis tu es un «esclave» entre guillemets et le freelance, c'est la liberté, il fait ce qu'il veut et cetera». C'est pas vrai du tout. La majorité des freelances, en tout cas en France, que ce soit des devs ou des ingés, ils doivent respecter, les horaires et puis les contraintes du client sur lesquels ils bossent. Très peu de gens bossent dans ce qu'on appelle un mode forfait, c'est-à-dire qu'on te sous-traite un package et bon, c'est à toi de le chiffrer et ensuite tu bosses dessus quand tu veux. C'est pas vrai. La majorité des gens font on appelle plutôt de l'assistance technique, donc il faut respecter, l'environnement dans lequel tu bosses. Et ce qui est, enfin souvent les gens qui critiquent le salariat, c'est aussi des gens qui n'en ont jamais fait. Oui. Ou alors qui ne se sont pas épanouis dans le salariat, qui sont restés pas assez longtemps. Parce qu'en fait, l'épanouissement dans le salariat, il vient avec, il faut être patient, ça vient avec le temps et la liberté de comme tu disais tout à l'heure, la liberté de construire quelque chose, ou la liberté de gérer ton emploi du temps, elle vient avec le temps, dans l'entreprise, avec l'expérience que tu prends et les missions qu'on te confie. C'est ça, c'est ça, c'est ça et de toute façon, que la personne soit salarié ou soit freelance, le plus important, c'est de faire les choses bien. Donc si une personne demain décide de devenir freelance, il faut faire les choses bien. Si c'est pour être un freelance avec une mentalité, de «salarié» entre guillemets, quand je dis de salarié, c'est vraiment le salarié un peu, basique, c'est-à-dire très passif et qui attend qu'on lui donne du boulot, si tu veux, le stéréotype. Beaucoup de freelances sont comme ça et pour moi, c'est pas véritablement du freelance. Tu vas avoir de l'argent qui tombe, mais la mission n'est pas super excitante et je sais pas si tu auras une très bonne, avec le recul, une très bonne, vision sur l'expérience que tu as eue malheureusement. Et du coup, ça revient à ce qu'on dit je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un frein aussi pour les entreprises, d'accepter de prendre des gens en freelance en se disant, «Il va pas s'investir dans l'entreprise, il va falloir que je m'occupe de lui comme si c'était un stagiaire», heu, Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que le monde du freelancing a beaucoup évolué, sur, on va dire, les 30 dernières années. mmh C'est-à-dire que maintenant tu vas trouver, surtout dans le développement, dans le domaine du développement logiciel, tu vas trouver des freelances qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience. Ce qui était inconcevable à l'époque, tu vois? En particulier chez les ingés, pendant très longtemps, le freelancing, ça a été réservé à des gens qui avaient pas mal d'expérience. Parce qu'on prenait un freelance parce qu'on avait un besoin pointu et on ouais, avait une personne qui nous apporte vraiment une plus-value importante. Ça a été d'accord. ça pendant très longtemps. Maintenant, c'est moins le cas. On va pas se mentir, c'est moins le cas. Tu peux tout à fait avoir des freelances qui se lancent avec très peu d'expérience, qui passent par des ESN et le but, c'est simplement d'avoir de la ressource. OK, On les prend parce qu'on n'arrive pas à trouver une personne en CDI. OK. Il y a d'autres, croyances, fausses croyances que tu veux démonter, toi, Karim?
On a parlé de la tu nous as parlé de la liberté, la deuxième fausse croyance, c'était la bataille, salarié freelance, sur les conditions de travail. Il y en a d'autres? Il y a l'argent aussi, il y a l'argent. Ça c'est quelque chose qui est surprenant, c'est que, moi je ferais davantage confiance à une personne qui est en freelance depuis déjà 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, voire plus, qu'une personne qui vient de se lancer quand il s'agit de parler d'argent. Parce que très souvent, ce que tu peux voir, par exemple, sur LinkedIn, c'est des gens, qui font des super posts sur, «Je suis devenu freelance, j'ai gagné plein d'argent», ce qui est vrai, attention, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que l'argent, ça disons que ça fait plaisir au début parce que les revenus augmentent de façon très importante en général. Hem, Néanmoins, tu t'y fais assez rapidement. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an ou 2 ans, c'est devenu un peu la norme. Donc, c'est quelque chose qui je dirais pas que ça passe au second plan, mais moi, j'ai vu énormément de personnes, même au niveau technique, qui disaient aujourd'hui, au niveau freelance, j'arrive pas à avoir des missions qui sont assez excitantes, techniquement parlant. Donc je vais revenir en CDI parce que, je pourrai évoluer dans l'entreprise et cetera et ça sera plus intéressant. Même si je gagne un peu moins d'argent, c'est pas grave. Il faut pas croire que l'argent, ce soit quelque chose qui va vous permettre de rester en freelance sur le long terme. Si vous avez une carrière de freelance qui est pas super intéressant, c'est très dur de garder, à part si vous aimez ça, de se dire: «Je vais rester freelance juste pour l'argent». C'est très, très dur. Ouais, alors ça m'amène à un super point qu'on va développer un petit peu. Mmh. Déjà, explique-moi pourquoi le salaire augmente quand tu es freelance, en fait? Parce que tu et de manière significative. Bah, c'est tout simplement dû à la sous-traitance de prestations, et la flexibilité qui va avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise quand elle a besoin quand elle embauche des gens, bon, bah, ils sont en CDI, on ne peut pas s'en séparer facilement. Heu, Si une entreprise a besoin pour encaisser des pics de charges, pour sous-traiter des projets sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça bouge pas, et on arrête là, et qu'elle veut avoir la possibilité de faire ça, bah, forcément, pour un peu, attirer les gens, elle Et va payer un peu voilà, ouais, elle en va fait, payer tu les gens. tu tu payes cette, Flexibilité qui va cette avec, flexibilité, ouais, absolument. qui n'est pas de la précarité, c'est de la flexibilité. C'est pas de la précarité, non. Ça peut être de la précarité pour des gens, qui savent pas très bien se débrouiller pour trouver des missions. Mais c'est de la flec d'un point de vue entreprise, c'est de la flexibilité et d'ailleurs, il faut le voir, tu sais, c'est comme une période d'essai quand tu rentres dans une entreprise. La période d'essai, ça va dans les 2 sens, à la fois pour, l'entreprise, si Mmh. elle juge que tu fais pas l'affaire, mais c'est aussi pour toi si tu juges que, l'entreprise te plaît pas. Bah, c'est la même chose, en général, les contrats freelance, contrats business to business que tu fais en freelance, c'est du 1 mois et c'est bilatéral. Toi aussi, tu peux tout à fait partir si tu trouves que ça te convient pas. Mais si ça se passe bien, en général, c'est prolongé, quoi, c'est ça que tu Oui, très souvent, dans la majorité, en tout cas moi j'accompagne très peu de devs, j'accompagne plutôt des ingénieurs qui vont faire, de la conception, du système embarqué, de la qualité, de la cyber et c'est vrai que très souvent, c'est des missions qui sont voilà, on part sur des missions à minimum de 6 mois, mais ça va jusqu'à 1 an et demi, ça peut même continuer au bout de 2 ans si tu es capable de décrocher les opportunités au sein du donc ton salaire augmente à temps de travail égal, mais est-ce que c'est pas ça, un peu, la tendance, l'objectif caché? Et je te dis ça pas parce que je suis un doux rêveur, parce que j'ai échangé aussi avec des freelances qui sont dans cette optique-là. ouais. C'est que justement le fait que tu aies une compétence que tu vends sur le marché, Mmh. avec un taux journalier, heu, qui reflète, ta valeur, te permet justement de travailler moins. Donc tu reviendrais finalement à un salaire équivalent à ce que tu aurais en entreprise, mais en ton nombre de jours travaillés réduit, ce qui est finalement, intéressant parce que ça te libère du temps pour faire, d'autres, projets ou voilà, tu as décidé de et c'est une Mmh. société vers laquelle on aimerait bien tous tendre, moins travailler, Mmh. c'est intéressant. Donc qu'est-ce que tu penses de ça justement? Et puis, Alors, tu vois, c'est marrant ce que tu me dis parce que là, tu es en train de me dire qu'au final, les gens dont tu me parles, c'est plutôt des gens qui se lancent dans le freelance dans l'optique de gagner suffisamment d'argent pour réduire le temps, le temps passé au travail, pour au final faire d'autres choses à côté. ouais, et juste pour illustrer pour les auditeurs, je discutais avec un sales, lui, il fait vraiment il est sur des métiers, en tension, qui est de la direction commerciale et de la prospection. Donc en fait, il non seulement il forme, il structure les équipes, mais il prospecte au téléphone, il va au charbon. Mmh. Mais il a dit: «Voilà, moi aujourd'hui, je le fais 3 jours par semaine avec un taux journalier qui lui permet d'avoir un salaire,
tout à fait correct, peut-être aussi avec des primes, sur objectifs, tu vois? Mmh. Mais, qui lui permet même de revenir à un mais voilà, il c'est comme ça, il a décidé de faire 3 jours par semaine pour les raisons qui lui sont propres. Ah ça, c'est super. Mais en fait, ça va dépendre beaucoup des gens. Tu sais, quand Mmh. tu vas regarder en général, quand tu prends des personnes qui sont plus jeunes, le but, c'est quand même de constituer un capital assez rapidement. Beh, Donc oui. eux, leur but, c'est pas de bosser moins, quoi. C'est vraiment de bosser et puis pour pouvoir accumuler de l'argent. Si tu te débrouilles bien dans ta carrière de freelance, si dans ton marché, tu as un marché qui est porteur et tu as développé des expertises ou encore mieux, tu as identifié des niches, là, tu peux te permettre d'avoir des TGM qui commencent à être intéressants et là, ça peut te permettre de commencer un peu à réduire, le temps passé au bout. Mais on a le même âge, Karim, tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, Moi, quand je tu as comprends très bien, hein. Je mmh, comprends en particulier quand tu commences à avoir une famille et cetera ou même si tu as pas de famille et tu veux te consacrer à d'autres choses à côté, mmh. je sais pas, des hobbies que tu aimes bien et tu veux faire ça. Mais la vérité, là, je suis d'accord et ça, c'est très noble de vouloir faire ça et moi, je pense qu'il faut tendre vers ça. La vérité, c'est que la majorité des gens font pas ça. Oui. La majorité des gens font pas ça. Ils travaillent plein pot, ils accumulent de l'argent et puis voilà. Mais ce que tu me dis, moi, j'avais vu en Angleterre, d'ailleurs, c'était un ami à moi, Thomas, justement, qui était lancé en freelance dans le VBA à l'époque, dev, Mmh. dans le secteur de la finance. Heu, Lui, il bossait dans un domaine où les TGM peuvent être super importants. Donc tu pouvais avoir des gens, si tu veux, bon, c'est à Londres, hein, TGM, ça qui est très important, où les gens pouvaient travailler, on va dire 6 7 mois dans l'année et le reste du temps partir. Parce que TGM important, parce que, bon, ils avaient un niveau de vie qu'ils s'étaient fixé, plus, un marché très porteur, donc ils étaient capables, en revenant de vacances, de récupérer des missions rapidement. Et c'est des gens, Non, je puis à un trouvais qui moment étaient super accomplissants. ouais et puis en parlant de temps de travail hebdomadaire, à un moment donné, il faut être logique. Les entreprises, elles te prennent pas pour venir, 2 jours et demi par semaine. C'est ça, Elles ont besoin de quelqu'un qui soit là, pour avancer sur leur projet, quoi. c'est ça. Mais ce là, typiquement, si demain, toi, enfin, disons en tant que développeur freelance ou ingénieur freelance, si, tu voulais avoir la possibilité de bosser un nombre réduit de jours par semaine, la meilleure façon, c'est de faire du forfait. Faire du forfait. Mais faire du forfait, c'est pas donné à tout le monde. Pas donné à tout le monde. La démarche commerciale, elle est super importante, et tu vas pas trouver des missions comme ça sur internet en te baladant. OK, je comprends, c'est très clair. Avant de clôturer cette première partie, on va se prendre, 5 minutes pour parler de compétences. Tu nous as dit quelles sont les compétences essentielles, bon, alors évidemment, on ne parle pas des compétences, cœur de métier, mais, Mmh. quelles sont les compétences de freelance qu'il faut acquérir pour, avoir une carrière de freelance, réussie? Et comment justement on continue de monter en compétences, quand on est freelance? Est-ce que tu as des tuyaux à nous donner là-dessus? Alors justement, bon, la compétence technique, c'est quand même la base. C'est-à-dire que si on n'est pas un minimum compétent dans son domaine, bon, faut faire autre chose. Mais ensuite, si on veut vivre notre carrière de freelance pleinement, c'est-à-dire avec l'aspect free de freelance, il y a pas mal de compétences au niveau commercial qu'il faut développer, c'est primordial. Déjà, il y a la partie, maîtrise de son marché. Il faut apprendre à maîtriser son marché, c'est absolument essentiel parce que si tu maîtrises pas ton marché, tu sais pas s'il est tendu, s'il est pas tendu, tu sais pas les niveaux de TJM demandés, tu sais pas le type de prestations demandées, tu sais pas la durée moyenne des missions, où est-ce que ça se passe géographiquement. Il faut absolument le maîtriser ça. Il faut absolument le maîtriser parce que ça va te donner une consistance et une épaisseur supplémentaire face aux recruteurs et face aux agents, freelance en face d'eux. Connais pas ton marché, ça va se voir, ça va se ressentir et pour le coup, quand on te fera une proposition, si tu dis oui ou non, tu sauras pourquoi tu dis oui ou non. Tu dis pas oui parce qu'on t'a proposé une mission et parce que tu as un peu de mal à en trouver une. Donc là, dans un premier temps, la partie apprentissage du marché, il faut absolument la faire. Ça prend un peu de temps, c'est un peu ingrat, mais il faut la maîtriser. Après, il y a toute la partie prospection, et identification du besoin chez le client. Ça, c'est de la démarche commerciale un peu classique. Il faut savoir le type, de client vers qui tu peux aller travailler et il faut connaître leurs besoins en profondeur. Parce que tous les clients ne voudront pas forcément bosser avec des freelances, tous les clients ne voudront pas forcément sous-traiter de la prestation intellectuelle et il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc ça, c'est primordial de le faire, et d'apprendre à le faire. Et après, il y a toute la partie comment est-ce que je mène un entretien avec un recruteur, avec un agent commercial et cetera. Parce que ça se passe pas du tout de la même façon qu'avec un CDI. Heu, Aujourd'hui, toi, tu es ingénieur freelance ou développeur freelance, te retrouves face à un recruteur, un intermédiaire, peu importe, heu, tu es d'égal à égal. Il faut bien le comprendre ça. C'est-à-dire que toi, tu es là pour proposer des services et tu ne proposes pas tes services à n'importe qui. C'est dans ta posture qu'il faut se mettre. Tu sais ce que tu vaux, tu sais le type de service que tu veux proposer, mais tu veux savoir dans quoi tu mets les pieds. Donc l'aspect questionnement, l'aspect interrogation,
et l'aspect, ça tu dois bien connaître, Mathieu, identification des points de douleur, et cetera. Il faut savoir le faire en tant que freelance. Il faut savoir le faire. Parce qu'ensuite, c'est à la lumière de tout ça qu'on va ensuite faire notre proposition de valeur derrière. Ce que je dis souvent, c'est que c'est biaisé dans la plupart des entretiens freelance qu'on a aujourd'hui, parce que très souvent, ce qui se passe, surtout quand on passe par un intermédiaire, c'est l'intermédiaire qui va vous contacter parce qu'il a vu votre CV quelque part et qui va vous demander très rapidement votre TJM. Et donc, il prend un ascendant, en fait, un peu psychologique dessus, sachant que vous avez aucune idée de la mission dans laquelle vous allez être. Donc, il faut rentrer dans cette démarche commerciale de questionnement, et de savoir comment mener un entretien commercial. Bon, de toute façon, moi, c'est mon mantra, les ingénieurs qui développent des capacités commerciales deviennent des licornes sur le marché du travail, donc là-dessus, on se rejoint parfaitement, Karim. Mmh. Moi, je fais un peu de promo personnelle. Allez voir sur kitsurvivante.systemsales.fr. Vous allez voir, c'est un petit kit pour apprendre les basiques de la vente sur tout le parcours, de vente. Ça va de la prospection, de la qualification et un peu de la négociation. Donc vous allez OK. trouver votre bonheur là-dessus et toi, Karim, c'est le moment de ta, minute promo personnelle, puisqu'on arrive au terme de la première partie et vous restez avec nous pour la deuxième partie donc qui sortira mercredi sur, le développement de son réseau et la compréhension du marché caché. Voilà ta promo personnelle, Karim. Ouais, donc moi aujourd'hui, je communique exclusivement par LinkedIn. J'ai pas de site internet ou quoi que ce soit, où je publie, très régulièrement, sur la thématique du freelance. Aujourd'hui, ce que je propose comme service, c'est, des services à destination de 2 types de publics. À la fois les ingés, qui veulent devenir freelance, je les aide en ce sens, et à la fois les ingés qui sont déjà freelance ou les devs également, et qui ont des problématiques pour trouver des missions qui leur plaisent, ou alors des problématiques de création de réseau, ou alors des problématiques de: «Je suis chez un client, ce client me plaît bien, j'aimerais bien continuer à bosser avec lui, comment est-ce que je fais pour aller chercher des opportunités qui existent pas encore?» OK. Donc ça, c'est ces 2 types de programmes que je propose aujourd'hui, et donc pour le coup, on peut me contacter directement sur LinkedIn, Karim Belhamri. Et ben, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Merci Karim, pour cette première partie et Je t'en prie. on se retrouve tout de suite pour la deuxième. Super. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette interview passionnante et j'espère que vous vous êtes régalés. Rendez-vous mercredi pour la diffusion de la deuxième partie. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur newsletter.planeteinger.fr, le lien dans le descriptif, pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À bientôt!